Salut à tous, c'est OOB. En 1818, un homme du nom de Karl Pfeiffer von Altishoffen décide de récolter des fonds pour construire un monument en l'honneur des gardes suisses morts pendant la Révolution française. Karl Pfeiffer est lui-même un ancien garde qui, par chance, était en vacances en Suisse lors de l'assaut sur le palais des Tuileries, qui va conduire à la mort plusieurs centaines de gardes. Le monument, dessiné par Bertel Thorvaldsen et sculpté par Lucas Ahorn, est achevé en 1821 à Lucerne. Relativement imposant du haut de ses 6 mètres et d'une longueur de 10 mètres, le monument représente un lion transpercé d'une lance et couché sur un bouclier arborant les fleurs de lys de la monarchie française, tandis qu'un autre bouclier à côté représente les armoiries suisses. Les histoires militaires de la Suisse et de la France sont étroitement liées. Des premiers mercenaires jusqu'au régiment de Louis XIV et de Napoléon, les Suisses vont faire partie intégrante des armées royales et républicaines. Dans cette vidéo, on va donc voir ensemble l'histoire des troupes suisses en France. Avant tout, qu'est-ce qu'un mercenaire dans le cadre militaire ? Un mercenaire est un combattant qui ne prend de parti dans une guerre que celui de l'argent. Souvent bien mieux rémunéré qu'un homme de la troupe, il sert le parti de celui qui paye le mieux, et peut être au service d'un État, d'une entreprise ou d'une personne. Dans notre époque moderne, le droit du mercenaire est assez logiquement lié au droit de la guerre qu'encadre le traité de Genève, avec notamment l'article 47 du protocole numéro 1. Au travers de l'histoire, on peut dénombrer quelques bandes de mercenaires célèbres, qui auront avec le temps parfois des rôles très importants. On peut penser aux Mamertins qui lanceront dans l'Antiquité l'engrenage politique qui mènera à la première guerre punique entre Rome et Carthage, mais aussi aux gardes pontificales du Vatican qui protègent le pape, ou encore à la garde Varègue de Byzance qui, elle, s'occupe de la protection de l'empereur byzantin. Et surtout aux Suisses, qui représenteront la nation mercenaire par excellence au travers du Moyen-Âge et jusqu'à l'époque moderne. La Suisse est depuis le XIIIe siècle organisée en confédération. Au début, ce n'est que quelques cantons qui forment la première union, mais au fil des années, la confédération se développe jusqu'à arriver à ce qui ressemble plus à la Suisse actuelle, la confédération dite des 13 cantons. Les cantons décident ensemble des décisions politiques et militaires vis-à-vis de la diplomatie extérieure, mais sont relativement indépendants dans leur politique intérieure et les conflits entre cantons ne sont pas rares. En 1440, un conflit éclate entre Zurich et 7 autres cantons sur des différends territoriaux. Le Saint-Empire romain germanique ainsi que la France vont participer à cette guerre aux côtés du canton de Zurich. Une armée dirigée par le futur Louis XI et composée de 30 000 hommes est alors envoyée. Le 26 août 1444, l'armée française rencontre un petit corps d'éclaireurs suisses et la bataille de la Beers s'engage alors. Les 1500 Suisses arriveront à faire près de 2000 pertes aux troupes françaises, malgré la victoire de ces derniers, faisant donc se retirer l'armée française de Suisse. C'est à ce moment que le dauphin se rend compte de la férocité des combattants suisses, mais c'est son fils, Charles VIII, qui décide en premier de constituer une garde personnelle composée uniquement de Suisses, qui sera surnommée les 100 Suisses, mais qui deviendra par la suite un corps de parade avant d'être supprimé en 1792 pour être rétabli en 1814 et d'être définitivement détruit en 1830. Les 100 Suisses n'est pas le premier engagement des Suisses au service de la couronne française, cependant il est le premier à être permanent. Le roi Louis XI avait déjà engagé des auxiliaires suisses dans son armée, mais seulement pour des durées limitées. Il essaya d'ailleurs d'implanter des mercenaires suisses en France, notamment grâce à des avantages fiscaux. Cela n'empêchera pas la Confédération d'affronter la France pendant les guerres d'Italie, mais ils se prendront de sérieuses défaites, notamment à Marignan, ce qui va faire entrer de plus en plus la Suisse dans un système de neutralité vis-à-vis des conflits, en s'assurant sa protection grâce à des traités signés avec les grandes puissances européennes. Dès le XIIIe siècle, le mercenariat suisse connaît un formidable essor, propulsé d'une part par le service militaire, alors unique en Europe à cette époque, qui offre aux bandes de mercenaires un vivier suffisant d'hommes pour se battre. Les entreprises de mercenaires se développent aussi à vitesse grand V, les cantons jouant alors le rôle d'intermédiaire entre les rois et les empereurs d'un côté et les chefs de bande de mercenaires de l'autre, contre un certain pourcentage du paiement final. Parfaitement organisées, ces entreprises faisaient appel à des recruteurs professionnels pour trouver des volontaires et garnir leurs rangs. Tenues souvent par des nobles ou des bourgeois, elles sont très rentables pour leurs propriétaires. L'attrait économique est tel qu'au début du XVIe siècle, c'est la Confédération elle-même qui se lance dans le marché du mercenariat, s'assurant donc des rentes économiques très importantes. Le métier est donc de plus en plus encadré. En 1415, la paix de Genève est signée et interdit aux mercenaires suisses de se combattre entre eux.
La Confédération signe avec d'autres puissances européennes des traités qui prennent le nom de capitulation et qui vont autoriser progressivement le recrutement d'hommes directement en Suisse, à des prix bien plus attractifs que le privé, et ce qui va sonner progressivement la perte des entreprises de mercenaires privés. Avec l'arrivée des armées régulières, remplaçant de plus en plus les levées féodales et le manque d'hommes, les Suisses se virent de plus en plus au service des couronnes européennes. La France, qui entretient de très bonnes relations diplomatiques avec la Confédération, est logiquement celle qui emploie le plus de Suisses dans ses armées. Les Français ont dès le XIVe siècle l'habitude de recourir au service des mercenaires suisses. Louis XIII crée en 1616 la garde suisse, qui va remplacer les 100 suisses pour la protection personnelle du souverain. Mais c'est Louis XIV qui mettra directement les pieds dans le plat, puisqu'entre 1672 et 1792, c'est pas moins de 11 régiments suisses qui sont assemblés et incorporés au service du roi. En 1678, par exemple, on compte déjà près de 25 000 Suisses au service de la France, et en plus de leurs utilités militaires, ils seront aussi utilisés pour des travaux de construction, comme celui de la pièce d'eau des Suisses de Versailles, un bassin qui sera entièrement creusé par un régiment de la garde suisse. Chaque régiment a alors ses zones de recrutement, son organisation logistique et ses officiers. Cela devient une armée dans l'armée, et pour gérer le tout est créé en 1571 le poste de colonel général des Suisses, qui gère les affaires des régiments suisses vis-à-vis du roi, ainsi que les relations avec les cantons de recrutement, et nomme jusqu'en 1671 les colonels et capitaines de chaque régiment. À ce stade, ils ne sont plus considérés comme de simples mercenaires, mais bien comme des militaires de carrière, incorporés dans la troupe puisqu'ils servent pour une période de 3 à 4 ans. Au fil des années, les Suisses se voient de plus en plus mis au même niveau que le reste des hommes, et pour assurer le recrutement, les Français vont travailler à la signature de capitulations directement avec les cantons, ainsi qu'à la création de bureaux de recrutement clandestins, notamment dans les zones frontalières. Cependant, au début du XVIIIe siècle, le mercenariat suisse en Europe connut un très gros ralentissement, dû aux organisations changeantes des armées. Les armées se modernisent, les hommes devant être de plus en plus entraînés. L'armée de métier fait elle aussi son apparition, demandant une toute nouvelle logistique, et les mercenaires temporaires suisses ne sont plus adaptés à ces nouvelles doctrines. La France est donc l'une des seules nations qui, en Europe, emploie encore des Suisses. C'est en 1792 en France que les régiments suisses furent supprimés puisque vus comme le symbole de la monarchie, mais ils referont surface quelques années après, en 1798, alors que la France a cruellement besoin d'hommes. 3 demi-brigades furent créées en 1799, comptant au total 3589 hommes, dont 465 officiers. Et en 1800, leur force est évaluée à 2112 hommes. En 1805, Napoléon fait signer avec le Valais un traité qui engage le canton à mettre au service de la France un bataillon. Aucun enrôlement de force n'est autorisé. Il se doit donc d'être composé uniquement de volontaires, payés autant qu'un soldat français. En 1807, sa force est alors estimée à 660 hommes. Mais le Valais fournit aussi 1500 hommes pour d'autres régiments, qui s'illustreront pendant les campagnes napoléoniennes en Espagne. Le canton sera rattaché à la France en 1810. La Suisse a alors peur d'être annexée par la France et signe encore une fois un nouveau traité qui l'engage à envoyer en théorie 16 000 hommes, puis 24 000, même si ce chiffre ne sera jamais atteint. Des clauses sont aussi ajoutées. Par exemple, elle doit aussi fournir 2000 hommes par an pour remplacer les pertes, ainsi que 1000 hommes supplémentaires en cas de guerre en Allemagne ou en Italie. Elle doit aussi s'engager à n'avoir aucun autre régiment employé par des puissances étrangères en dehors de ceux employés par la France. En tout et pour tout, c'est 90 000 Suisses qui seront fournis à Napoléon, s'illustrant comme dit en Espagne, mais aussi en Russie. L'âge d'or des Suisses dans les armées françaises est bien loin et à la restauration des Bourbons sur le trône de France en 1816, certains cantons suisses remettront à disposition des hommes. 2 régiments de garde suisses et 4 régiments de troupes de ligne furent assemblés, pour près de 10 000 hommes, mais furent détruits lors de l'abdication de Charles X. Et c'est tout pour l'histoire des Suisses en France. Les régiments suisses se sont distingués au cours de leur histoire par leur combativité et leur loyauté au régime en place, ce qui explique pourquoi, en France, ils ont réussi à se maintenir si longtemps. Ils font partie intégrante de l'histoire militaire française, et encore aujourd'hui, on compte de nombreux Suisses au service de la France, au sein de la Légion étrangère, puisque les archives militaires suisses estiment qu'en tout, c'est 40 000 Suisses qui vont servir dans la Légion. C'était tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé de résumer au mieux un sujet vaste et complexe, mais si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas à le faire dans l'espace des commentaires.
Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un j'aime, et si la chaîne vous plaît, le bouton d'abonnement est juste en bas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.